Voilà, je m'appelle Viviane Benassi, je travaille à Euronext et je travaille principalement dans l'équipe des dérivés, dans tout ce qui est analyse de qualité de marché, relation avec les market makers, suivi de ce qui se passe sur le carnet d'ordre et de comment fonctionnent également nos produits sur les marchés. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup le rôle des market makers, qui sont des acteurs méconnus par un peu tout le monde, j'ai l'impression. Et donc, je suis désolée pour l'organisation, mais donc ce sera Raphaël qui fera passer les slides. Et moi, je suis connectée par téléphone parce que l'IT bloque l'application. Donc voilà, je vais enlever ma caméra juste pour que ce soit plus pratique. Mais si jamais il y a des questions ou quoi, vous n'hésitez pas. Donc, avant toute chose, on peut passer à la slide suivante, Raphaël. Ouais, j'ai juste à me dire suivant, okay. Et je vous fais un... D'accord, merci. Donc, avant de commencer par expliquer ce que c'est que le rôle des market makers et quel est le lien avec nous, je vais commencer par rappeler ce que c'est qu'une bourse et comment fonctionne l'écosystème de la bourse. Donc, tout d'abord, il y a la distinction entre le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est le moment où l'entreprise, elle va devenir publique et qui vont lister des titres, des obligations en échange de cash. Donc, l'entreprise va devenir publique via une IPO, un direct listing ou simplement des entreprises vont émettre des obligations. Donc ça, ce sera le marché primaire. Ensuite, une fois ces titres listés, on va passer au marché secondaire où du coup ces titres vont être échangés entre les investisseurs. En termes d'investisseurs, ce sera vous et moi en tant qu'investisseurs retail. On va avoir les investisseurs institutionnels comme les fonds d'investissement, les banques. Et donc ces investisseurs, pour pouvoir traiter sur le marché, vont passer au travers de brokers et de banques. Et donc, on va avoir un acheteur et un vendeur. Pour pouvoir exécuter sur le marché, il faudrait que quelqu'un soit en face pour exécuter. Et souvent, c'est le market maker qui assure cette liquidité et qui sera présent en tant qu'acheteur et vendeur sur les contrats. Donc, une fois la transaction aboutie, ce sera au tour de la chambre de compensation pour sécuriser la transaction. Donc, les chambres de compensation, nous, Euronext, avant, nous étions avec LCH, maintenant nous sommes avec Euronext Clearing. Mais donc, ce que va faire la chambre de compensation, ils vont s'interposer entre l'acheteur et le vendeur et ils vont gérer tout ce qui est appel de marge pour éliminer le risque de contrepartie. Le risque de contrepartie, c'est quand dans une transaction, l'acheteur ou le vendeur ne peut pas risque de faire défaut, par exemple, on ne peut pas justement assumer la transaction. Et donc, la chambre de compensation est là pour sécuriser la transaction. Une fois la transaction sécurisée, on passe au CSD. Les CSD, c'est tout ce qui est dépositaire central. Et eux, leur rôle, si je dois simplifier, ce sera comme... c'est un peu comme quand vous allez chez le notaire et que vous achetez un appartement et que vous devez enregistrer les titres, finaliser le règlement et tout ce qui s'ensuit. Donc, le dépositaire central, c'est ce qu'il va faire. Il va s'occuper de finaliser le settlement, donc le règlement des titres, le transfert de titres et l'enregistrement de la propriété au sein des custodiennes, qui sont les participants du CSD. Donc voilà, nous pouvons passer à la slide suivante, qui du coup va présenter tout ce que nous avons, nous, à Euronext, en termes de produits dérivés financiers. Donc comme je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est qu'un produit dérivé, mais pour faire un petit rappel, un produit dérivé, c'est un contrat dont la valeur va dépendre d'un actif financier sous-jacent. Donc là, je parle des produits dérivés financiers, mais on peut avoir des produits dérivés sur les matières premières, mais qui sont pas du tout dans mon scope, donc c'est pour ça que je vais aborder que les produits dérivés financiers. Donc on va voir le sous-jacent. À Euronext, nous avons donc les sous-jacents sur les actions, sur les ETF, sur les dividendes sur actions, mais aussi les dividendes sur indices, les indices et les obligations que nous avons lancées l'année dernière. En termes d'actions, donc on aura à chaque fois options futures, sauf pour les ETF, on n'aura que des options, les dividendes, on n'aura que des futurs et les obligations des mini-futurs. Et pour faire un petit rappel, un futur, c'est une obligation. C'est un engagement ferme. Quand on s'engage dans un contrat futur, on s'engage à acheter ou vendre le sous-jacent au prix qui a été défini initialement. Alors qu'une option, ce sera un droit conditionnel qu'on va exercer que lorsque
les conditions nous sont favorables en fonction du prix du sous-jacent et comment la situation évolue, si c'est dans notre intérêt ou pas. Donc c'est un droit d'acheter. Quand on parle d'un call, c'est le droit d'acheter, et quand on parle d'un put, c'est le droit de vendre. Donc ça, c'est pour expliquer globalement ce que sont les produits dérivés financiers à Euronext. Si on regarde la slide suivante, on fait un focus sur les options, puisque quand je vais présenter le rôle du market maker et que je vais présenter d'autres market making schemes, je vais principalement me focaliser sur les options. Donc, chez nous, à Euronext, nous avons des options sur indice et des options sur equity. Les options sur indice, nous avons tous les indices de nos places boursières, donc AEX, le BEL 20, le CAC 40, le FTSE MIB, le PSI 20 et l'OBX, qui sont listés souvent en mensuel, en monthly, mais on a aussi des expiries par semaine et par jour. Et en termes de options sur equity, également nous avons donc les options listées sur nos différentes places boursières, donc Amsterdam, Bruxelles, France, Italie et en Norvège. Et là, sur la slide suivante, je vais vous présenter les dernières initiatives qu'on a lancées récemment sur les options. Si on peut aller, merci. Justement, le principal sujet d'aujourd'hui. Alors, il faut savoir que le market maker, c'est un peu c'est notre collaborateur de marché. Nous travaillons énormément avec les market makers. Nous sommes régulièrement en contact avec eux et à chaque fois que nous lançons des produits, nous faisons appel à des market makers. Pourquoi ? Parce que le market maker, tout d'abord, il va s'occuper d'assurer la liquidité en continu. Et quand je parle de liquidité, en fait, ce qu'on veut dire concrètement, c'est qu'il faut qu'il puisse être présent en tant qu'acheteur et vendeur continuellement pour que lorsqu'un investisseur veuille vendre ou acheter, il puisse le faire sans devoir attendre que quelqu'un d'autre n'arrive ou sans devoir perdre du temps à attendre et devoir aller dans un autre marché ou chercher de la liquidité ailleurs. Donc ça, c'est la principale fonction de market maker et la première fonction du market maker. Ensuite, la deuxième fonction, c'est assurer un spread qui soit le plus serré possible. Le spread, je ne sais pas si tout le monde sait, c'est la différence entre le prix à l'achat et le prix à la vente. Plus ce spread est petit, plus le coût de la transaction est réduit pour les investisseurs. Le spread, c'est un peu le coût de la transaction qu'on va voir. On a plusieurs coûts de transaction, mais c'est celui qui sera le plus visible au premier abord. Parce que si vous achetez au marché, au prix du marché, vous allez acheter au bid et vendre, vous allez acheter à l'ask et vendre au bid. Donc au final, ce sera votre spread qui sera votre coût. Et donc le market maker devra assurer un spread le plus petit possible. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la qualité d'un bon marché. Ensuite, l'une des autres fonctions d'un market maker, donc nous, quand on liste les produits dérivés, nous ne nous occupons pas de les pricer. C'est le market maker qui va définir le juste prix d'une option ou d'un futur et qui va s'occuper de mettre à jour régulièrement ces prix en fonction de ce qui se passe dans le marché, en fonction de la volatilité, en fonction de l'offre et la demande. Et donc, il va s'assurer que ce prix soit le plus juste possible. Et enfin, l'une des fonctions aussi qui est également extrêmement importante, c'est assurer la stabilité de marché. Donc le market maker, c'est celui qui sera en période de crise, quand ce sera de l'extrême volatilité, que ce sera le bazar sur le marché et que tout le monde voudra vendre, ce sera le seul à être là pour pouvoir acheter et combler un peu le déséquilibre temporaire qui sera causé par l'instabilité de marché. Donc c'est un peu, on a une relation un peu de collaborateur, on travaille énormément ensemble et il va prendre des risques pour pouvoir être présent en tant qu'acheteur-vendeur, pour pouvoir assurer de la liquidité et être toujours là quand un retail ou un institutionnel veut vendre ou acheter. Donc ce sont les principales fonctions d'un market maker. Si on passe sur la slide suivante pour vous montrer à peu près, j'ai pris comme exemple Crédit Agricole, l'option sur Crédit Agricole. J'ai fait un screenshot, ça vous pouvez le voir, c'est sur, celui-là date de la semaine dernière, mais j'avais pris un screenshot de Crédit Agricole sur notre site live. Vous pouvez taper le nom d'un contrat et vous voyez en live les prix au bid sur la première limite, strike par strike et call
coûte pour chaque maturité. Donc le market maker va commencer par pricer l'instrument et ensuite ajuster. Donc il va pricer l'instrument, ce sera avec Black & Scholes et en fonction de la volatilité implicite. Donc une fois qu'il aura pricé l'instrument, il va falloir faire des ajustements au niveau du book parce que l'instrument, il est pricé tout seul. Mais ensuite, il faudra ajuster au niveau de tout le portfolio, de tout le book que gère le market maker parce qu'il est présent sur plein de contrats, plein d'instruments en même temps. Donc, il faudra qu'il l'ajuste à ce niveau-là. Donc, en regardant encore une fois les GRIX au niveau du book, la volatilité au niveau du book, et donc pouvoir gérer de manière à limiter le risque. Ensuite, il va coter. Et si jamais il y a une trade, eh bien, il va devoir updater le book. Encore une fois, en mettant à jour les informations, en hedgeant ce qui doit être hedgé et en recalibrant comme il faut. S'il y a un mouvement de marché, encore une fois, il va devoir recalculer les GRIX et regérer son exposition par rapport au risque pour limiter le risque et pouvoir un peu limiter son exposition et rebalancer. Et c'est le cycle qui continue et ça ne s'arrête pas et ça continue. Donc c'est un peu un peu de ce qu'on comprend parce qu'évidemment c'est notre point de vue. Je travaille pas du côté du market maker, mais c'est ce qu'on comprend des échanges qu'on a avec eux régulièrement, c'est que c'est un ajustement dynamique et souvent ils ont des algos qui font ça, donc c'est pas fait à la main. Et souvent ce sont des algos qui le font directement. Et donc vous allez me poser la question, vous allez me dire, donc le market maker, ok, il est là, il fournit de la liquidité, il fournit un spread, il se positionne en acheteur-vendeur. Quel est l'intérêt? Et il prend le risque, surtout c'est qu'un market maker va prendre le risque d'être présent et aussi d'assurer pendant les périodes de forte volatilité et de crise. Donc vous allez me demander, mais c'est quoi l'intérêt au final pour le market maker? Qu'est-ce qu'il y gagne à faire tout ça? Donc évidemment, rien n'est gratuit. Donc forcément, le market maker, il y a son intérêt. Le premier, ça va être dans le bid-ask spread qu'il va monétiser. Donc forcément, s'il va vous vendre et vous acheter, il va gagner ce spread-là. Et plus le marché est actif, plus le spread va lui générer des profits cumulés. Donc c'est là qu'il va avoir une première source de profit. Ensuite, c'est aussi au niveau du θ. Alors vous vous souvenez, le θ, c'est plus on s'approche de l'expiration, plus l'option perd en sa valeur. Donc imaginez, le market maker, il va vous vendre une option, mais si vous n'exercez pas l'option et que le temps avance, votre option ne va plus valoir grand-chose. Et donc lui, au final, il vous aura vendu quelque chose qui était cher et qui pourra racheter plus tard à moins cher pour ajuster son book. Donc c'est comme ça qu'il va pouvoir faire du profit. Aussi par rapport à la volatilité réalisée et la volatilité implicite. Donc la volatilité implicite, imaginons, elle avait été calculée très élevée et donc le market maker a pricé un instrument super cher et il va le vendre super cher, sauf qu'après la volatilité réalisée a été plus inférieure. Ce n'était pas au final, ce qui avait été attendu n'a pas été réalisé et donc la volatilité était plus basse, donc l'option aurait valu moins cher. Donc lui là, à ce moment-là, il aura fait un profit. Et enfin, donc aussi dans tout ce qui est flot informationnel, il peut arriver qu'il fasse de l'arbitrage ou qu'il puisse analyser en fonction de comment sont exécutés ses ordres, quelle est la direction du marché, où est-ce que va la demande, où est-ce que va l'offre, et comment évolue la volatilité, et en fonction de ça, ajuster pour pouvoir faire du profit. Et dernier point, qui c'est plus en lien avec nous Euronext, c'est qu'à mon avis, il doit faire pas mal de profit également sur les rebates qu'on lui rembourse. Quand il surperforme et qui respecte ses obligations et qui fournit beaucoup plus que ce qu'on a demandé, avoir 70% de rebate sur ce qu'il aura payé, ça reste quand même une bonne marge par rapport à d'autres